Terry Gilliam est un citoyen américain qui quitte rapidement les États-Unis durant sa jeunesse dans les années 70 pour gagner l'Angleterre, notamment par des accords avec la politique américaine lors de la guerre du Vietnam. Il va faire une série de rencontres là-bas, travailler d'abord comme graphiste et constituer progressivement le collectif iconique que deviendra le groupe des Monty Python. Avec eux, il va réaliser un certain nombre de longs métrages, co-réalisés en réalité, dans lesquels il va notamment s'occuper du graphisme de certaines transitions animées. Il réalise seul son premier long métrage qui s'appelle Jabberwocky en 1977, un film tout à fait dans la veine des Monty Python avec une vision assez parodique d'un récit médiéval et un certain comique fantastique. En 1981, il enchaîne avec un film qui s'appelle Bandi Bandi, un petit peu plus accessible au grand public et qui aura un certain succès, relatant l'histoire d'un enfant qui poursuit un groupe de voleurs qui a la capacité, grâce à une carte magique, de naviguer d'époque en époque au fil de l'histoire. Ce film ayant rencontré un certain succès, il va commencer à être approché par les grands studios qui veulent, notamment la Fox, lui proposer un grand projet de science-fiction. Et à leur grand étonnement, il refuse parce qu'il dit qu'il a déjà un projet qui va devenir Brasil, qui évidemment va un peu attiser la curiosité des grands décideurs, dont Universal. Le projet de Brasil, en fait, lui est venu durant les repérages du film Jabberwocky. Il fait la tournée de certains sites et notamment une ville portuaire du pays de Galles, qui est une cité minière qui déverse tout son charbon sur la plage. Donc le paysage est assez désolé, la plage est totalement noircie et au milieu de cette plage, il voit un homme assis sur un transat qui écoute dans un petit transistor une musique latine, Brésil en l'occurrence, et qui lui donne une espèce de sentiment d'exotisme qui a l'air de parfaitement lui convenir. Terry Gilliam est assez étonné par cette sorte de dissonance entre le lieu où il se trouve et le moment qu'il s'offre, et ça va être vraiment l'élément déclencheur de son inspiration pour le scénario de Brasil. Un scénario qui va être assez complexe et laborieux à mettre en route. Il travaille d'abord avec Charles Albesson, avec lequel il avait coécrit Jabberwocky, mais rapidement ça dégénère en une querelle d'ego et ils se rendent compte qu'ils ne vont pas être véritablement capables de faire des concessions et ils décident de se séparer. Ils se séparent en assez bons termes, dans le making-of notamment de Brasil, chacun dit beaucoup de bien de l'autre tout en expliquant qu'ils n'étaient pas capables de trouver un consensus. Il va donc s'offrir les services de deux autres scénaristes et il va mettre en place ce scénario. C'est un scénario qui est un peu complexe dans la mesure où Terry Gilliam comprend assez rapidement que tout l'imaginaire qu'il a envie de déployer, notamment à travers les rêves de Sam, va être un élément sur lequel il va devoir faire une série de concessions puisque ça va faire exploser son budget. Donc il réduit un petit peu les rêves qu'il prévoit et il va même devoir réadapter son scénario durant le tournage. Il fera une semaine de pause de tournage pour pouvoir réétablir le script et le rééquilibrer par rapport au projet initial. Il n'en demeure pas moins qu'il va tourner un certain nombre de scènes, y compris des scènes qui ne seront pas gardées au montage. Il y a notamment toute une séquence qui est un hommage à Dali, où on voit Sam en plein vol, en train de voler avec Jill dans les bras sur un océan de globes oculaires qui le suivent du regard dans une image assez angoissante. Une séquence qui a été assez complexe à tourner et qui finalement sera coupée du montage. Au terme de l'écriture, il va donc mettre en place le casting et c'est un casting qui va être un petit peu paradoxal. Le premier essai de Jonathan Pryce, par exemple, ne va pas du tout convaincre Terry Gilliam. Il estime qu'il n'est pas exactement le personnage auquel il pensait, alors qu'en réalité, lorsqu'il tourne avec lui, il se rend compte au fur et à mesure qu'il représente la quintessence de son personnage qui évolue au fil du tournage. Il avait au moment de l'écriture pensé à Tom Cruise et se rend compte assez rapidement qu'en fait, au contraire de l'imaginaire habituel du public américain qui veut un héros auquel s'identifier et qu'on puisse admirer, il lui faut un monsieur tout le monde et de ce point de vue-là, Jonathan Pryce fait exactement ce qu'on va attendre de lui. Ça va être l'inverse en ce qui concerne le personnage de Jill, joué par Kim Greist, qui est une ancienne mannequin et qui fait un bout d'essai qui va vraiment éblouir Terry Gilliam, mais malheureusement elle ne fera pas exactement ses preuves sur le plateau et il sera un petit peu déçu de la caractérisation du personnage qu'elle propose, au point qu'il va modifier là aussi un petit peu le scénario et édulcorer le personnage qui aurait dû avoir un rôle beaucoup plus important pour former le binôme parfait qu'il imaginait avec Sam dans la version initiale de l'intrigue. C'est le producteur de Brasil, Aaron Milchan, qui va parler de De Niro à Terry Gilliam. Il a beaucoup travaillé avec lui puisqu'il a produit également deux films qui ont été réalisés juste avant Brasil, à savoir La valse des pantins de Scorsese et Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, tous deux tournés dans les années 83-84. Il connaît donc bien De Niro et De Niro lui a dit qu'il serait très intéressé pour travailler avec Terry Gilliam. Donc c'est comme ça que la connexion se fait.
De Niro, au départ, est très intéressé par le rôle de Jack Clint. C'est ce fameux père de famille qui, sur ses heures de bureau, torture allègrement et dans la plus grande jovialité, c'est prévenu. Et malheureusement, le rôle a déjà été donné à Michael Palin et Terry Gilliam n'a absolument pas l'intention de changer cette décision. Michael Palin, c'est un des membres des Monty Python et c'est vrai qu'il est absolument éblouissant dans ce rôle-là et parfaitement glaçant. Donc, De Niro va se reporter sur le personnage de Archibald Tuttle, ce fameux plombier. Et pour lui, c'est une sorte de soulagement aussi d'avoir un film dans lequel il n'a qu'un rôle secondaire, il ne porte pas entièrement le film, mais il va être quand même assez rapidement rattrapé par son naturel. D'abord, toute l'équipe est assez impressionnée de voir la méticulosité de son jeu et la manière dont il s'imprègne à ce point de son rôle, jusqu'à un perfectionnisme qui va un petit peu aussi agacer Gilliam, qui n'hésitera pas à dire qu'il y a quand même certains moments où il a envie d'étrangler De Niro, qui va un peu trop lentement. Il n'empêche qu'ils en garderont tous les deux un très bon souvenir. Durant le tournage, Terry Gilliam va devoir composer avec un budget relativement modeste de 15 millions de dollars pour un tournage étalé sur 16 semaines. Le travail principal va se faire en termes évidemment d'effets visuels. Nous sommes au milieu des années 80, l'image de synthèse n'existe pas et on va principalement travailler sur des maquettes et des modèles réduits. Toutes les scènes où on voit Sam qui vole, c'est une petite figurine qui a été filmée à 120 images par seconde pour pouvoir ensuite réduire la vitesse et enlever l'effet de saccade pour obtenir un véritable effet de réel. De la même manière, la fameuse scène où on voit les monolithes qui sortent du sol, ce sont des maquettes qui sont tout de même, chaque monolithe fait 3 mètres de haut et ils doivent à chaque prise reconstruire tout le gazon et les forêts qu'ils ont constitués et qui vont être évidemment détruits. C'est un travail méticuleux, mais il va réussir à tenir son budget. Le travail sur les décors est particulièrement pensé par Terry Gilliam, qui est un véritable visionnaire. Il a une décision au départ, qui est celle de se dire que tout ce qui est de l'ordre de l'administration va être figuré à l'écran par des lignes droites perpendiculaires extrêmement dures, et en contrepoint, toutes les images qui peuvent apporter une forme de réconfort à son protagoniste vont être du côté de la féminité et des courbes. Et effectivement, quand on regarde, on voit les escaliers qui mènent chez sa mère, le canapé, ce joli rond aussi de voile en plongée avant la scène d'amour du couple. Donc c'est des éléments qui vont cohabiter en permanence. Il n'empêche que lors des repérages, il va jeter un coup d'œil un peu par curiosité dans une cheminée de refroidissement d'une centrale électrique et là il voit cette salle qui deviendra la salle de l'interrogatoire final de Sam qui contrevient en fait au symbole qu'il avait prévu puisqu'elle est tout en rondeur, mais il se rend compte qu'elle va permettre aussi une synthèse entre l'élément fantasmatique et le réel et donc il garde cette scène là et ce décor qui n'était absolument pas prévu dans les storyboards initiaux. Les décors ne sont pas uniquement des maquettes, il va exploiter certains décors réels comme les bâtiments français qui sont les espaces Abraxas qui ont été inaugurés en 1983 à Noisy-le-Grand par Ricardo Bofill, un complexe assez particulier et dont la destinée est assez étonnante dans la mesure où Ricardo Bofill imagine des palais qui seraient destinés au peuple, mais en fait le résultat final va être un élément finalement assez inquiétant et on se rend compte que ces espaces-là vont surtout être imaginés et exploités par les réalisateurs de cinéma pour évoquer des dystopies. Ce sera donc le cas de Brésil, la séquence où il se dirige vers l'enterrement de sa mère, et ils seront réexploités aussi, notamment dans la saga Hunger Games, ce qui fera dire à Ricardo Bofill que le bâtiment n'a peut-être pas eu l'effet escompté lorsqu'il l'avait imaginé. C'est en fait à la fin du tournage et quand le premier montage est proposé à Universal que les problèmes de Terry Gilliam vont commencer. Sid Sheinberg, qui à l'époque est le président d'Universal, est habitué à retoucher les films. Les réalisateurs ont pas souvent le final cut, c'est-à-dire ce droit de regard sur le montage final, et il va devoir composer avec la bonne volonté d'un homme qui veut à tout prix correspondre au goût du public américain. Le premier montage proposé par Terry Gilliam fait 142 minutes, et Sid Sheinberg va trancher dans le vif en expliquant que le film est complexe, que l'humour noir va provoquer des malaises et que cette fin est absolument glauque. Il va donc proposer une nouvelle version de 94 minutes, c'est-à-dire quasiment 50 minutes de moins, dans laquelle on a une fin heureuse. Rappelez-vous, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu pour le montage imposé par Warner à l'époque sur Blade Runner, où on avait une fin plutôt heureuse, sans ambivalence. Et bien là, c'est exactement la même idée. Il y a une version qui s'appelle Love Conquers All, l'amour triomphe de tout, qui va évidemment glacer le sang de Terry Gilliam et qui, normalement, devrait sortir en salle.
Terry Gilliam va commencer un véritable bras de fer avec Sid Sheinberg. Il va d'ailleurs lui écrire une lettre en lui disant que c'est assez étonnant de voir à quel point finalement l'intrigue même du film se reproduit dans sa post-production. Il a le sentiment d'être Sam Lowry le rêveur face à un système tout puissant, celui des studios, qui tente de lui imposer une version complètement fallacieuse et mensongère. Il se rend compte en fait que le seul moyen d'obtenir satisfaction va être en réalité de rendre public ce conflit. Il va donc acheter une pleine page dans le journal Variety, qui est le journal de référence du cinéma hollywoodien, dans laquelle il va simplement écrire « Dear Sid, when are you going to release my film ?» Donc, cher Sid, quand est-ce que tu vas sortir mon film? À la nuance près que release en anglais a un double sens, ça peut être sortir un film, mais ça peut être aussi le libérer. Donc l'affaire va évidemment faire un peu de bruit. Et en parallèle, Terry Gilliam fait souvent des masterclass et il explique un petit peu le métier de réalisateur, notamment à des étudiants. Et durant ces conférences-là, en fait, il projette le film en entier. Et le film commence un peu à faire du bruit, à faire parler de lui, alors qu'évidemment il n'a absolument pas le droit de le faire, le film n'est pas sorti encore en salle, et certains membres du syndicat de la critique américaine vont voir le film et vont décider, contre toute attente, de les lire meilleur film de l'année alors qu'il n'a même pas encore été exploité. Ça va évidemment mettre une grande pression sur Universal et Sid Sheinberg va consentir à le sortir en l'état. Il va y avoir tout de même une petite négociation et il va obtenir une coupe de 10 minutes, donc une version de 132 minutes va sortir aux États-Unis contre 142 minutes en Europe, le montage que vous avez vu et qui est vraiment le montage définitif. Le film n'est pas un succès, de ce point de vue-là, il faut quand même rendre raison à Sid Sheinberg. Le public américain est un petit peu déconcerté par ce film qui est à la fois de l'action et en même temps une espèce de dystopie extrêmement angoissante dans lequel on mélange réalité et fantasme et tous les éléments ne sont pas forcément expliqués. Par contre, en Europe et en France particulièrement, il va avoir un certain succès. Il faudra attendre en fait le marché de la vidéo, qui est en plein déploiement durant les années 80, pour que le film rentre dans ses frais, en dépit de son budget relativement modeste. Le premier angle par lequel on peut envisager l'analyse de Brazil est celui de la science-fiction. C'est un genre qui a évolué dans le cinéma américain. Durant les années 50, il fait état d'inquiétudes qui sont à l'échelle globale, que ce soit le péril rouge et la menace de l'invasion communiste avec des films de série B ou notamment La créature venue d'un autre monde, ou le péril nucléaire dans le cinéma japonais avec Godzilla. Depuis les années 70, on voit d'autres préoccupations d'ordre plus social. La société de consommation et l'émergence des Trente Glorieuses montrent une certaine inquiétude par rapport à l'hégémonie du capitalisme triomphant et montrent des corporations toutes puissantes qui commencent à créer une inquiétude assez vive chez les scénaristes et les réalisateurs. On le voit par exemple dans l'état policier de Orange Mécanique, Soleil Vert aussi, évidemment, ou New York 1997, et bien entendu, dans le film qui sort quelques années avant Brésil et qui est Blade Runner. Et c'est dans cet état d'esprit que se place Terry Gilliam avec cette vision d'un XXe siècle assez inquiétant. De ce point de vue-là, et c'est assez intéressant, il fait un pas de côté par rapport à la science-fiction classique, puisque le carton initial nous évoque Somewhere in the 20th Century, quelque part au XXe siècle, avec déjà cette petite touche d'humour absurde propre au Monty Python, où on ne nous dit ni quand ni où ça se passe, mais par contre on a une heure extrêmement précise qui nous est ajoutée. Donc on est quelque part au XXe siècle, une ville qui est à peu près toutes les villes, c'est la somme de toutes les villes. De ce point de vue-là, on a une référence assez nette au Métropolis de Fritz Lang, qu'on a vu il y a quelque temps au Ciné-Club. Et du point de vue du XXe siècle, il propose en réalité une sorte de compilation de tout ce que pourrait être le XXe siècle. Le XXe siècle dans sa mégalomanie, dans son ère de l'industrialisation galopante qui a fini par dévorer à peu près tous les décors et toute la nature pour une seule cité, une mégalopole, et un maelstrom d'influences où vous allez avoir, notamment sur le plan architectural, on a l'impression d'être dans un dîner huppé londonien des années 30, dans le New York des années 40, dans le Moscou stalinien des années 50, ou d'autres bâtiments plutôt brutalistes des 60s. Donc il y a cet effet d'ajout compilatoire qui est assez intéressant et qui est inquiétant et qui se retrouve aussi même dans la technologie proposée par le film, puisqu'on voit ces machineries assez hybrides où on mélange le début du XXe siècle, par exemple des claviers de machines à écrire avec des écrans d'informatique, des véhicules aussi qui ont des capots qui semblent là aussi hérités des années 50, et toute une sorte de mélange assez improbable qui fait cohabiter quelque chose qui semble déjà usé, qui semble déjà inefficace, avec des innovations technologiques qui pourraient évidemment aboutir à cette dystopie.
Il s'agit donc d'une sorte de représentation de tout ce qu'est le XXe siècle dans les rêves qu'il a pu avoir et les débris. Je vous renvoie aussi à toutes ces images des quartiers populaires qu'on peut avoir et qui sont extrêmement angoissantes. Le film est évidemment avant tout une dystopie. Dans les premières versions du scénario, Terry Gilliam avait songé à un certain nombre de titres. Il avait d'abord pensé au ministère, puis au ministère de la torture, et à un moment caressé l'idée de l'appeler 1984 et demi, en mettant en parallèle le 1984 de George Orwell et le 8,5 de Fellini, un visionnaire un peu baroque qui va beaucoup influencer en fait la manière de filmer de Terry Gilliam lui-même. Le modèle d'Orwell ne peut qu'être évoqué, d'autant que nous sommes au moment où il écrit et où il tourne le film en 1984, à la date fatidique annoncée par le roman qui date lui de 1949. Alors Terry Gilliam dans les entretiens dit qu'il n'a pas lu le livre, qu'il en connaît évidemment le contenu, mais il a plutôt tendance à renvoyer à Kafka. Kafka, que nous avons évoqué il n'y a pas si longtemps avec le procès qui avait été adapté par Orson Welles et qui effectivement vous donne une vision assez similaire de cette administration totalement étouffante. On est dans un monde qui est absolument phagocyté par la bureaucratie et dans lequel les individus sont réduits à des numéros ou à des formulaires. L'une des premières séquences dans laquelle on voit ce travelling qui part d'un formulaire, ce travelling arrière et qui montre justement toute cette espèce d'usine dans laquelle on travaille les dossiers, vous montre un individu dans un formulaire qui est noyé parmi des millions d'autres et une société aliénante dans laquelle il n'y a plus possibilité de réellement exister en tant qu'individu. C'est un monde sans perspective, un monde dans lequel on ne voit pas l'extérieur. La ville bouge toutes les lignes d'horizon et les rares moments où on va à l'extérieur, vous avez ces panneaux qui vous donnent un semblant de nature alors que derrière eux, la nature est absolument dévastée et surexploitée. Un monde qui fonctionne aussi en circuit fermé. Un monde saturé d'écrans et d'informations qui viennent abrutir les citoyens. C'est un monde où toutes les figures d'adultes qui semblent responsables, que ce soit Jack Lint, la mère ou le chef de service, sont des personnages qui, avec une forme de sourire et de manière très joviale, contribuent à l'annihilation des individus et dans lequel on finit par perdre son identité. De ce point de vue-là, sa mère, qui ne cesse de rajeunir au fur et à mesure jusqu'à fusionner avec la figure de la femme qu'elle aime, est aussi un écho à la famille de Jack Lint. C'est triplé, dont il confond les prénoms. Hey, Amy, don't throw the ball around in here. I'm not Amy, I'm Holly. Did I call you Amy, darling? I'm sorry. A triplet? One of them, I think. Et sa femme, dont il finit par reprendre le prénom que les autres disent par erreur, parce qu'il estime que peut-être que le prénom suggéré par le chef est plus important que celui qu'il connaît de sa propre épouse. Hello, Jack. You remember my wife? Alice? Yes, of course. Barbara, isn't it? How are you? Barbara's very well, thank you, sir. Very well indeed. Barbara's taken the other two Christmas shopping. You're not going to keep calling her Barbara, are you? Why ever not? Barbara's a perfectly good name, isn't it? Don't you like it? Donc on a une espèce de dilution et de perte d'identité qui va se retrouver figurée par un objet symbolique qui est très intéressant et qui revient durant tout le film, qui est cet objet que la mère de Sam lui offre pour fêter sa promotion. Très ironiquement, elle lui dit au début, c'est un objet unique. I hope you like it. It's very exclusive. What on earth is it? Something for an executive. Et en réalité, 5 minutes après, l'ami de sa mère lui offre exactement le même objet. Et c'est un objet qu'on va voir répété. Il existe en série sur le bureau de Jack Lint. Et on a ici un objet qui permet, par un système de pendule, qui peut renvoyer à l'idée d'une espèce de guillotine qui descend, de décider entre oui et non, et qui montre une société dans laquelle les fonctionnaires ne font jamais usage de leur libre arbitre, mais appliquent de façon arbitraire des décisions. Et c'est d'autant plus intéressant que la dernière occurrence de cet objet se situe dans le colis de Jill. Ce colis que Sam suppose éventuellement être une bombe parce qu'il soupçonne qu'elle pourrait être une terroriste. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle lui explique? Eh bien que cet objet-là contribue à corrompre monkeys like you, des fonctionnaires stupides. Bribe. For official monkeys like you. Et ça dit surtout que la seule façon de survivre dans ce monde-là, c'est de le pérenniser et de satisfaire la manière dont il fonctionne. Donc elle met aussi évidemment en doute quelque chose de très intéressant, c'est que le terrorisme n'existe pas, ce serait très probablement une invention de l'État lui-même pour maintenir un État autoritaire qui lui permet d'asservir la population. How many terrorists have you met, Sam? Actual terrorists? Actual terrorists? Yeah. Dans cette dystopie, il faut néanmoins insister sur un élément caractéristique du cinéma de Terry Gilliam, qui est la satire et la comédie.
Contrairement à des modèles comme le Procès d'Orson Welles ou le Metropolis de Fritz Lang, Terry Gilliam injecte de la comédie. D'abord par cette vision des machines, qui est extrêmement comique, rien que le son du téléphone est tout à fait ridicule, et si vous regardez, la plupart des éléments ne fonctionnent pas. Je vous renvoie à la scène dans l'appartement de Sam au départ, où le café se verse sur le toast, les ascenseurs qui n'arrivent pas aux bons endroits, ces caméras qui arrivent de manière un peu ridicule sur les gens. Et il y a quelque chose qui montre une société qui est très sûre d'elle, mais qui en réalité est parfaitement dysfonctionnelle. Autre élément assez intéressant, le décalage entre l'horreur de ce qu'on présente et la manière dont les corps fonctionnent. Le personnage de Sam est de plus en plus grotesque. Je vous renvoie à toutes les scènes dans le camion notamment, où il devient vraiment un personnage presque de slapstick du film muet, ou cette scène aussi terrible où le prisonnier se cogne avec donc sa cagoule qui ne lui permet pas de voir. Et on a une jonction entre le comique et le tragique qui est assez saisissante. Il faut aussi voir la manière dont Terry Gilliam, l'américain, regarde la société anglaise. Donc, quand bien même on ne dirait pas que ça se passe en Angleterre, il y a quand même une façon de regarder une société qui applique cette espèce de devise qui serait « keep calm and carry on » et qui serait ici, dont le sous-texte, ce serait « rester calme et consommer ». C'est pas pour rien que le film se passe durant la période de Noël. On voit les gens qui sont incités à consommer et un décalage là aussi comique assez glaçant entre ces jolies décorations de Noël, les CRS qui chantent les chants dans leur chorale et cet asservissement à être dans un esprit festif. Autre élément sur la société de consommation, bien entendu, tout ce qui est dit sur la chirurgie esthétique qui défigure progressivement les personnages. De ce point de vue-là, Terry Gilliam va être le grain de sable dans l'engrenage. Il prend plaisir à montrer une société, certes, froide, matérielle, minérale, mais dans laquelle il va injecter des éléments du comique qui sont ceux du décalage. Le fait que vous ayez ces tuyaux en permanence nous donne le sentiment qu'il a disséqué la ville et qu'il en montre les entrailles. Et il y a une équivalence qui est assez amusante à faire entre les flots d'informations, les pneumatiques par exemple, et les flots de matière fécale issus des égouts. Très clairement, Gilliam nous dit que la merde et l'information, c'est à peu près la même chose, et il est en cela assez visionnaire sur le flot et le déversement continu qui vise à abrutir la civilisation et qui renvoie à quelque chose que nous connaissons bien aujourd'hui. Autre élément intéressant, la question de l'humour noir, puisque Terry Gilliam, là aussi, va très loin dans sa dénonciation, parce que la satire vise aussi à choquer. Je vous renvoie à la façon dont la secrétaire note scrupuleusement tous les hurlements qu'on ne verra jamais des prisonniers en train d'être torturés, ou là aussi, un plan assez subreptice, mais lorsqu'on voit tous les instruments de torture sur la table, vous avez parmi eux une tétine, une balle rebondissante, ou la figure du Père Noël, ou ces masques de poupées, donc toujours des jonctions extrêmement étranges qui sont à la fois ridicules, mais qui contribuent aussi à glisser un élément de dissonance à l'intérieur d'un système qui pense fonctionner à merveille. La méthode subversive de Terry Gilliam consiste surtout à ajouter à cette saturation permanente de la société de l'information une information visuelle par un style baroque qui, dans une société saturée d'écran, va ajouter de l'image à l'image. On a un film qui est extrêmement référentiel, par exemple. On a de très nombreuses citations de films. On peut penser à Hitchcock, par exemple. La manière dont Sam va chuter à travers le cercueil renvoie clairement à l'image de James Stewart qui chute dans Vertigo dans une séquence aussi cauchemardesque. De la même façon, la première fois qu'on voit Jill dans sa salle de bain, le carrelage blanc, et surtout la musique stridente lors de l'intervention des CRS, ces cordes stridentes sont une citation assez claire de Psychose. Motif musical qui finira par revenir aussi une deuxième fois dans le film après La Nuit d'amour. Donc c'est quelque chose qui, là, est une sorte de clin d'œil aussi avec un pastiche qu'on voit très clairement dans la citation du cuirassé Potemkin, dont on a parlé très récemment ici, et où vous avez cette fameuse descente des marches qui renvoie aux Cosaques du film d'Eisenstein, et avec un élément qui est de l'ordre du pastiche et de la parodie, puisque l'image iconique de la mère et du landau est remplacée ici par une femme et son aspirateur qui va dévaler lui aussi les marches. Donc, de la même façon qu'il fait une compilation du XXe siècle, il fait aussi une compilation cinématographique avec des genres également. On l'a dit, le film noir est très largement convoqué, il y a des séquences qui vraiment dérivent clairement vers des espèces d'exercices de style où on va retrouver le chapeau, le manteau long, la ville urbaine, les ombres portées, tous ces éléments qui renvoient à tout ce genre, même avec l'ajout par moment d'une musique avec un saxo qui vient donner cette espèce de mélancolie propre au film de détective privé.
Mention aussi faite à la comédie musicale, de manière là aussi très ironique. Le fameux travelling arrière qu'on a au début se fait sur une musique qui est donc justement cette espèce de relecture, puisque la musique Brazil revient sous plusieurs formes, et on a quelque chose d'assez fédérateur et d'assez amusant, qui est en totale contradiction avec le décor qu'on voit, et qu'on retrouvera aussi lorsque Sam est promu et qu'on voit ce chef qui passe à travers les bureaux poursuivi par tous les gens dans une espèce de chorégraphie qu'on reverra aussi dans les mouvements des différents agents de sécurité, lors de l'arrestation de Jill par exemple, où tout le monde est synchrone dans ses gestes et il y a quelque chose qui est très bien réglé, comme le serait un film musical de Busby Berkeley par exemple, et qui évidemment se fait au service d'un État fasciste et dictatorial. La saturation fascine Terry Gilliam. Il cite notamment Bruegel l'Ancien, le peintre, pour expliquer qu'il est fasciné par ces tableaux dans lesquels l'arrière-plan raconte toujours des histoires. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent, et c'est la raison pour laquelle aussi Brazil est un film qui est assez passionnant à revoir, parce qu'on a un travail de composition. La scène par exemple de présentation du hall d'entrée du ministère de l'Information, vous avez des tas de groupes qui cohabitent, des gens qui vendent des armes, des nonnes qui sont en train de passer, les scènes pareilles dans le restaurant ou dans la boutique. À chaque fois vous avez des gens qui passent, les Consumer for Christ par exemple, et on vous montre toute une société qui a été extrêmement pensée et dans laquelle la parodie va extrêmement loin. Et ça c'est un esprit de la comédie qu'on retrouvait évidemment déjà chez les Monty Python. Cet effet de saturation permanente va créer aussi un élément qui va virer quasiment à une forme de nausée. Et c'est là aussi que l'esthétique de Terry Gilliam est particulièrement vivace. Les prises de vue ne sont jamais véritablement filmées à hauteur d'homme. Gilliam multiplie les plongées, les contre-plongées pour vous montrer un monde instable dans lequel on n'arrive pas à garder ses repères. De la même façon, il va utiliser le grand angle pour déformer, courber les vues, et c'est un trait qui va vraiment devenir caractéristique de son esthétique. Dans les films suivants, il l'utilisera beaucoup, au point que chez les réalisateurs, quand on utilise l'objectif du 14 mm, qui est le très grand angle, on l'a appelé le Terry Gilliam, parce que c'est vraiment caractéristique de sa façon de filmer. Donc cette manière de filmer, de déformer le réel, va créer une espèce de nausée dans le parcours de Sam Laurie. D'ailleurs, à plusieurs reprises, on le voit tourner sur lui-même, ce qui peut notamment assurer la transition entre la réalité et le rêve, de la même façon qu'on aurait un cochon d'Inde qui tourne dans sa roue et un monde qui est absolument fermé sur lui-même. Et donc, qui dit saturation, dit évidemment explosion au bout d'un moment. Et le film va fonctionner de cette manière-là, avec une logique de sabotage qui va être de plus en plus jubilatoire pour le spectateur qui a besoin de faire sauter ses cloisons. L'explosion initiale, c'est pas pour rien que c'est une vitrine avec des écrans qui explosent, mais on continue à filmer l'écran quand bien même il serait tombé au sol, et ensuite donc dans tous les lieux de loisirs, la boutique, le restaurant, puis évidemment le ministère tout entier qui explose. Ce sont autant de récompenses offertes par rapport à ce sentiment d'étouffement et de claustrophobie croissant qu'on a dans le film. Il y a donc une véritable esthétique et une écriture du sabotage. Le sabotage, c'est d'abord cette idée de la mouche qui arrive dans la machine et qui va faire enrayer, qui va provoquer la buttle-tuttle et toute la confusion à venir, mais c'est aussi l'idée pour Terry Gilliam et son personnage de mettre en place un système qui va essayer de piéger cette société de l'intérieur. C'est ce que fait Tuttle, c'est sa fonction. Il est celui qui, de manière officieuse, intervient dans les entrailles et dans la plomberie de la société. C'est celui qui va inverser l'air et les matières fécales pour une explosion particulièrement cruelle et jubilatoire qui va exécuter ces deux plombiers sadiques. Mais Sam Laurie reprendra à son propre compte cette technique-là, puisque lorsqu'il fait converger les deux pneumatiques, il y a l'idée de mettre un circuit fermé jusqu'à l'implosion du système, et là aussi cette vision extrêmement satisfaisante de voir toutes ces feuilles qui s'envolent. Il faut néanmoins pas se leurrer et voir que ce mouvement permanent qu'on a chez Terry Gilliam se crée aussi sur une dynamique assez intéressante qui est celui d'un élan qui se stoppe net. Le premier travelling dont on a déjà parlé s'arrête net au moment où on voit le chef en position haute qui regarde ses employés en train de travailler. Et cette logique d'un mouvement qui s'arrête, on va la retrouver à plusieurs reprises. C'est le cas aussi lorsqu'on s'arrête devant la porte de Sam et ce fameux numéro qui sera celui de son nouvel emploi. C'est le cas aussi lorsque le camion pile pour éjecter Sam de l'habitacle. Lorsqu'il va retrouver sa mère dans la séquence fantasmée de l'enterrement, il y a aussi ce temps d'arrêt lorsqu'elle se retourne. Et en réalité, toutes ces micro-séquences sont une sorte de mise en abîme de la structure même du film et surtout de toute sa dernière partie, qui est une espèce d'envolée lyrique avant le couperet final de la révélation sur la nature fantasmatique de tout ce que vient de vivre Sam. Le rêve est le motif central aussi de l'écriture de Brazil. Brazil qui est un titre
en forme de fausse promesse. Du Brésil, on ne verra rien. On devait à l'origine, dans la première version du scénario de Terry Gilliam, commencer au Brésil et montrer une déforestation massive par des scies automatiques absolument gigantesques qui chassaient un insecte de la forêt amazonienne qui traversait l'océan pour se retrouver dans ce bureau et commencer l'intrigue. Il n'a évidemment pas eu les moyens de faire une séquence aussi ambitieuse, mais c'était l'idée de départ. Que fait Sam? Sam passe son temps à s'enfuir dans la rêverie et à fantasmer un monde. Mais si on regarde l'évolution de ses rêves, on se rend compte que le réel va de plus en plus les phagocyter au point de transformer le rêve en cauchemar. On a les monolithes qui sortent de terre, une espèce de version accélérée de la civilisation. On a des impasses, on a des murs, on a des obstacles qui se mettent sur sa route, la cage, et qui viennent évidemment contaminer progressivement le rêve par le réel. Ces rêves sont aussi eux-mêmes très référencés. Le samouraï renvoie à un hommage que fait clairement Terry Gilliam à Akira Kurosawa et aux 7 samouraïs, qu'on a vu précédemment dans le Ciné-Club, avec une petite touche, si vous avez regardé en détail, le samouraï est couvert de circuits imprimés qui renvoient à l'évolution du Japon au XXe siècle et son essor dans les hautes technologies. Et on a pas mal d'éléments qui renvoient aussi à des images qu'on peut avoir dans Bandi Bandi, notamment dans ces fameuses processions de gens qui tiennent la cage, et les cordes, c'est un élément qu'on retrouve là-dedans. Et la figure de Don Quichotte, puisque Sam veut sauver sa fameuse demoiselle en détresse, la figure de Don Quichotte qui va être un élément obsessionnel chez Gilliam. Il filme une première version en 2003 de L'homme qui tua Don Quichotte, qui est une version qui n'existera jamais. Le tournage est annulé parce qu'il multiplie les catastrophes. Ça a donné lieu à un documentaire que je vous conseille vivement de regarder, qui date de 2003 et qui s'appelle Lost in La Mancha, et qui explique un film qui n'existera pas, film qui finira par faire en 2018 et qui s'appelle L'homme qui tua Don Quichotte. Terry Gilliam s'est rendu compte dans le film suivant qu'en fait il avait fait une véritable trilogie de l'imaginaire. L'imaginaire dans l'enfance avec Bandi Bandi, l'imaginaire dans l'âge adulte avec Brasil et l'imaginaire chez l'homme vieillissant et sur le point de mourir avec le baron de Munchausen. Que sont ces rêves? Les rêves les plus idéalisés qu'on puisse imaginer, celui de la femme parfaite qui est en détresse et que Sam va pouvoir sauver. Une femme qui, si vous le regardez dans le réel, ne cesse d'apparaître de manière fragmentaire. Elle apparaît d'abord par un écran, puis dans un fragment de miroir, elle est dans un dossier classifié, donc à chaque fois on multiplie les obstacles avant qu'il ne puisse accéder réellement à elle. Et lorsqu'il a imprimé le document la faisant figurer avec ses cheveux courts, il lui rajoute des cheveux longs pour qu'elle corresponde. Donc on ne cesse d'insister sur le fait qu'elle est un pur fantasme de la part de Sam, et pour cause, lorsqu'il la rencontre, elle ne correspond absolument pas à l'image de ses rêves. C'est une femme qui a à peu près toutes les qualités que lui n'a pas, du courage, de la contestation et la volonté claire de s'opposer à l'État autoritaire. Cette disjonction entre qui est Jill et qui est la Jill des rêves annonce le grand thème du film qui est celui de la défaite. Sam, on le voit, est en réalité quelqu'un qui est dans une logique permanente de conflit interne. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il enlève le masque du samouraï, il se voit lui-même. C'est quelqu'un qui en réalité doit faire face dans une sorte de récit initiatique à sa propre médiocrité et à sa lâcheté. C'est quelqu'un qui est un enfant, qui veut se désengager non par idéologie, mais par manque de courage, et qui va devoir progressivement évoluer pour oser devenir quelqu'un qui s'affirme en tant que personne. Le rapport de Jack à sa mère, au-delà de l'indéniable épaisseur psychanalytique d'un Oedipe baroque, file également la métaphore de l'enfermement et d'une structure circulaire qui préfigure la fin en trompe-l'œil. Sa mère décide de sa carrière, force une potentielle relation amoureuse et affiche une sexualité débridée qui provoque une gêne croissante. Pire encore, l'intimité progressive avec Jill ne cesse d'être phagocytée par la figure maternelle. Il emmène Jill chez elle parce que son appartement est inhabitable. Jill reproduit ensuite une phrase de sa mère lorsqu'elle s'offre à lui. Something for an executive. Something for an executive? Le cauchemar final la verra littéralement fusionner avec elle, sa mère ayant à ce point rajeuni par la chirurgie esthétique qu'elle finit par atteindre l'idéal féminin de son fils, image d'autant plus ironique qu'elle s'offre à tout un groupe de séducteurs. La réalité ne cesse d'être un démenti apporté à ses rêves. Il est intéressant de voir la séquence où il est sur le point de rencontrer Jill et qui est l'absolu inverse de ses rêves. Dans ses rêves, il vole et elle est dans une cage, et là il est dans la cage d'ascenseur, un ascenseur qui, loin d'aller au-dessus des nuages, se coince au sous-sol, tandis que Jill, elle, est dans le ministère. Elle semble être dans un espace vaste qui est en réalité cette gigantesque prison de l'État autoritaire. La scène d'amour, totalement idéalisée, ne cesse de souligner à quel point elle se place dans le prolongement du fantasme de Sam. Jill y porte une perruque pour correspondre à l'image rêvée.
La relation entre les deux se déploie sur un retour triomphal du rêve initial, et le soleil qui succède à leur nuit d'amour est une lumière artificielle dont le motif du cercle sera repris dans le perçage du plafond permettant l'intrusion des forces de sécurité. La défaite s'illustre aussi évidemment par la disparition assez baroque de Tuttle, noyé dans un flot de papier et qui montre évidemment tous ces formulaires qui vont annihiler l'individu. Et c'est Terry Gilliam d'ailleurs qui dit que de toute façon ce qu'il reste de nous après notre mort, ce sont effectivement uniquement des papiers, des actes de décès. On peut se poser la question, une fois qu'on a vu le film, de quand commence réellement le rêve, puisqu'on en a la révélation à la fin. Probablement au moment où il se fait assommer pour la seconde fois dans le camion, et en fait on prend conscience que tout ce qui va suivre va être effectivement beaucoup trop beau pour être vrai. Jill réapparaît sans aucune explication devant son appartement, et ensuite vous allez avoir l'amour, puis le dynamitage du ministère, et tous ces éléments qui vont aboutir vers une fin heureuse, celle qu'affectionnait particulièrement le président d'Universal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, on a des effets d'annonce qui ne cessent de nous rendre prudents par rapport à ce qu'on est en train de voir, et c'est quand on revisionne le film qu'on les constate. Quand il retrouve Jill, il lui dit que le soulagement, c'est qu'elle n'existe plus. Elle a été effacée et elle lui propose de la nécrophilie. You don't exist anymore. I've killed you. Jill Layton is dead. Care for a little necrophilia? Forme d'humour noir qui en réalité est terriblement tragique puisqu'elle est effectivement dans la réalité décédée. De la même façon, vous avez cette vision lorsqu'il passe parmi des cheminées où on a le sentiment d'être dans la route en caméra subjective depuis la voiture avant qu'une tête d'un espèce de clochard ne surgisse et nous fasse comprendre qu'il s'agit d'une maquette. Ce n'est rien d'autre qu'un effet d'annonce de l'image finale où vous avez ce plan de cette nature et les têtes de Helpman et de Lint qui arrivent et qui montrent que tout ça n'existe pas en réalité. Donc les effets d'annonce sont très nombreux. Un autre élément plus subtil encore est analysé dans le rapport de Sam à l'espace. Alors que ce dernier est clairement divisé dans un premier temps entre l'enfermement urbain du réel et l'infini de ses rêves, les prises de contact avec Jill, on l'a vu, fonctionnent comme des trouées qui permettraient une communication de l'un à l'autre. Ce n'est pas un hasard si le camion de Jill transporte une sorte d'habitation préfabriquée. C'est une représentation symbolique du Home Sweet Home dont il rêve pour échapper à sa condition. Cette maisonnette, en déplacement constant sur un camion, est le symbole de sa liberté fantasmée. On remarquera qu'elle permet, dans la course-poursuite avec la police, de mettre hors d'état les véhicules qui les pourchassent, comme si le sabotage des rues consistait à ajouter une construction anarchique au quadrillage voulu par l'État. Mais là aussi, la vision idéalisée de cette maisonnée intime, dans le tableau final, ne doit pas faire oublier sa première apparition, qui participe a priori au non-sens cher à Gilliam par son envolée dans les airs, mais qui annonce surtout, par ce salut et cette fuite hors du cadre révélant l'enfer industriel, que tout ce projet restera une pure illusion. Cette exploration d'une vie qui serait fantasmée par un protagoniste alors qu'il est précisément en train de mourir nous renvoie à un modèle majeur qui néanmoins est postérieur, que nous avons vu l'an dernier et qui est le Lost Highway de David Lynch. Où de la même façon que Sam fantasme la vie idéale qu'il pourrait avoir alors qu'il est dans les geôles en train d'être torturé, nous avions un personnage qui potentiellement pouvait imaginer la suite de son existence alors qu'il était sur la chaise électrique. Lorsqu'il parle du film Brasil, Terry Gilliam dit « Je voulais réaliser un film où un homme devient fou et c'est une fin heureuse ». On peut effectivement se poser la question de la véritable épaisseur de la défaite dans Brasil. Parce qu'on voit quelqu'un qui va avoir une évolution dans ses rêves dont il convient de déterminer aussi le troisième tiers. On l'a dit, premier tiers, fantasme absolu, deuxième tiers, cauchemar contaminé par le réel, mais si on considère effectivement toute la fin du film pour ce qu'elle est, on voit des rêves qui évoluent vers une réalité beaucoup plus pragmatique et réalisable. Il s'oppose à sa mère, il démissionne, il sabote son bureau et il fuit ce monde-là pour une vie domestique beaucoup plus terre-à-terre. Il n'est plus tout dans le ciel, il est au contraire dans une petite chaumière au sein d'une nature verdoyante. Donc c'est quelqu'un qui a appris à intégrer dans son réel des éléments qui pourraient être crédibles pour le spectateur lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit si ce n'est que l'imaginaire peut être un refuge qui nous permet de supporter la réalité. N'oubliez pas la dernière phrase, très intéressante. Helpman dit « He's got away from us, Jack. Afraid you're right, Mr. Helpman. He's gone. » On l'a perdu, certes, mais en fait, il nous a échappé. Il est libre d'une certaine façon, quand bien même il serait enfermé dans un imaginaire.
Et c'est là aussi quelque chose de très important dans le film. Au-delà de toutes les références que fait Gilliam pour rendre son ensemble baroque et surchargé, vous avez un éloge de l'élan que peuvent avoir tous les gens vers l'imaginaire et vers la fiction. Si vous regardez, la première fois qu'on voit Jill, elle est en train de regarder un film des Marx Brothers dans sa baignoire. Les employés, à partir du moment où ils ne sont pas surveillés, regardent Casablanca. What's playing today? Casablanca. On entend d'ailleurs, pendant un échange dans le bureau, « He's looking at you, kid », He's looking at you. qui montre que même pendant qu'il est dans son bureau, les autres continuent à regarder le film. Ensuite, ce sera un western. Donc on a un élan permanent vers la fiction et l'imaginaire qui montre que quoi qu'on fasse à l'être humain, il aura toujours cette force et cet élan vital qui lui permettra de s'échapper à sa manière. Tout le monde s'abreuve de cinéma et la vision fantasmée de Jill et de Sam fait d'eux un couple glamour iconique du cinéma lors de leur retrouvailles qui ne se passe évidemment que dans la tête de Sam. Là aussi, c'est intéressant. Le titre Brésil est certes une fausse promesse, mais aujourd'hui, quand on parle de Brésil, on pense à ce film et de la même façon, à l'issue de la projection, quand bien même on est assez choqué par tout ce qu'on a pu nous montrer et surtout ce terrible épilogue, il est fort probable que vous ayez dans les prochaines heures ou les prochains jours ce fredonnement de cette jolie chanson que chante lui-même Sam. Un petit élément d'espoir qui reste, une victoire en somme du cinéma sur le réel et une victoire de Terry Gilliam.